Exopod 1. La solitude. Eh bien, bienvenue à ce podcast que j'ai décidé de mettre en place finalement à la suite de problèmes technologiques de l'ordre de Facebook Live où parfois il n'y a pas tout qui fonctionne comme on aimerait et puis je trouvais que c'était une bonne idée finalement de partager certains questionnements, certaines connaissances, certaines mises en lumière, on pourrait dire, concernant ce thème qui finalement touche bien plus de monde qu'il n'y paraît. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas effectivement tous, à des moments ou à des autres, plus par période que d'autres, par ce thème qu'est la solitude. Donc déjà de base, il faut savoir que bien sûr il y a des solitudes différentes. On pourrait dire deux solitudes de base. Est-ce que je vis une solitude subie ou est-ce que je vis une solitude choisie? Et là, c'est vraiment tout à fait différent que lorsqu'on vit bien sûr une solitude qui est comme, on pourrait le dire, subie. Alors, pour moi, de base, on pourrait aborder bien sûr divers sujets, diverses réflexions sur notre société qui finalement pourrait être à quelque part censée être plus connectée que jamais. Et pourtant, malgré le fait que nous bénéficions bien sûr de Facebook, d'Instagram et d'Internet, on se rend compte que finalement, on est plus séparés que jamais. C'est vrai que le souvenir de l'enfance, où moi-même, je me rappelle ma maman qui me disait, bon, l'après-midi, écoute, je te laisse sortir, mais tu rentres à l'heure du souper. Et ces moments où on passait notre temps avec les copains dehors et sans se soucier de est-ce que notre journée va être remplie ou pas, sans se soucier de comment on va occuper notre temps, eh bien, paraît bien lointain. Car finalement, j'ai cette impression déjà de base, si on s'interroge sur le système éducatif, sur les enfants, que les écrans accaparent énormément de temps et ne permettent pas finalement d'entrée de vie, de s'approprier l'ennui. L'ennui ou à quelque part, pas forcément le vide, mais oui, on a cette impression qu'on écoute à la fois de la musique, en même temps on est sur le téléphone, et peut-être qu'au fond il y a la télé, et finalement déjà nos enfants sont sans cesse stimulés par les écrans et perdent petit à petit ce lien amical qu'on développe quand on est dehors, quand on joue ou quand on apprend à s'ennuyer. Des fois j'entends des parents qui me partagent le quotidien de leurs enfants, mais mon Dieu, ils sont suroccupés, les pauvres. Ils sont suroccupés, ils ne savent plus s'ennuyer. Donc après, effectivement, ça peut être plus compliqué de vivre en tant qu'adulte une solitude où tout à coup, lorsqu'on se retrouve face à soi-même, il y a une espèce de peur d'être seul, peur de ne pas savoir s'occuper ou de l'ennui. Mais pour moi, l'ennui, ça reste qu'une conséquence finalement d'un vide qu'on a à l'intérieur de soi. Et puis, il y a cette éducation aussi qui date depuis très, très, très longtemps, que de base, nos parents nous punissaient quand on était enfant. Je suis sûre que vous, comme tellement d'autres personnes, ont déjà entendu ce « va dans ta chambre, t'es puni ». Alors qu'en fait, on devrait plutôt dire profite maintenant de ce temps d'aller dans ta chambre pour réfléchir, pour revenir sur ce qui s'est passé, pour digérer l'émotion qui s'est passée là et rester dans ton coin tranquille pour intégrer tout ça. Non, nous on le vit comme vraiment une punition, quoi. C'est vraiment ça. Donc il y a une très mauvaise association au fait de se retrouver seul déjà depuis l'enfance, concernant la façon dont on a été éduqué. C'est clair que si pour nous la solitude elle est vécue comme une punition, c'est terrible. Elle est souvent associée à ça d'ailleurs.
excusez-moi, la voix qui part en cacahuète. On prône donc dans notre société ce côté manifeste d'être seul, c'est une punition. Donc on est déjà mal parti dans la vie. Quand on a ça en arrière-fond, on est d'accord que ça devient quelque chose d'inconscient, finalement, on se rend plus compte, mais c'est vrai qu'un enfant qu'on envoie dans sa chambre parce qu'il est puni, parce que voilà, il a fait quelque chose de faux, et finalement l'enfant ne va pas comprendre que justement ça pourrait être un temps bénéfique pour retrouver son centre, pour se recentrer, vraiment. Donc ensuite, on a bien sûr ces éléments-là de l'enfance qui vont influencer grandement la façon dont on va vivre notre solitude. Alors si c'est une solitude subie et qu'enfant on a vécu par exemple des blessures d'abandon ou de rejet, une enfance où finalement les liens n'ont pas pu se tisser correctement dans quelque chose de sécuritaire, dans quelque chose dans une vie familiale agréable, avec des parents sur qui on peut compter, et qu'en fait il y a une grande insécurité qui s'est développée à l'intérieur de cet enfant-là, effectivement sa solitude va être beaucoup plus difficile à être accueillie, à être bien vécue. Ça va être terrible, il n'y a rien de pire que ça, hein. Et j'entends beaucoup de gens qui ont des angoisses, qui ont là cette... donc nous sommes là au mois d'avril 2020, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore confinées, qui sont encore à la maison, et beaucoup qui sont aussi célibataires, qui sont seuls et qui doivent se retrouver confrontés à eux-mêmes. Et être confrontés à soi, ça veut dire être confrontés à nos blessures, hein, quelque part, et on a tellement l'habitude de les étouffer, ces blessures, soit par du grignotage, soit par une hyperactivité, soit par... on voit beaucoup de monde, on essaie de s'occuper tout le temps, et plus on est occupé, moins on a besoin de ressentir nos blessures. Mais imaginez quand tout à coup vous vous retrouvez là, à la maison. Et tout à coup là, en étant face à soi, ça peut être vécu de manière très désagréable, ça peut être effectivement flippant à quelque part, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Se confronter à nos dragons intérieurs, c'est pas évident. Donc là, la solitude subie, effectivement, elle nous remet face à soi, face à ses propres blessures, et face à notre vécu. Et bien sûr qu'au début, c'est très désagréable, mais je pense qu'il est plus que primordial et nécessaire de revenir à soi, d'apprendre à bien se connaître. Et ce serait l'occasion, en fait, finalement, de se poser, d'ouvrir un calepin, un journal de bord, pourquoi pas, et puis on pourrait l'appeler le journal de, avec notre prénom, et puis dire, ok, moi, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Quels sont mes besoins pour me sentir bien? Quelles sont mes valeurs de vie que j'ai envie de nourrir, et dans quel ordre je vais classifier mes valeurs. Et tout ça, ça permet de faire le point sur soi, ok, de savoir vers quoi se diriger. Parce que finalement, il existe quantité de personnes qui ne connaissent même pas leurs besoins, qui ne savent pas qu'est-ce qui est important pour elles, qui ne connaissent pas non plus quelles sont leurs valeurs de vie. Et c'est vrai que face à la solitude, si on a des valeurs de partage, de connexion, puisque nous sommes à quelque part des mammifères, on va dire, sociaux, et qu'on a besoin aussi un peu de notre communauté pour se sentir bien, eh bien on peut se rendre compte que quand elle est forcée, comme dans le confinement que beaucoup de personnes vivent, eh bien on ne participe pas à cette valeur sociale, et ça fait aussi partie un peu d'un certain mal-être. Mais vous l'avez bien compris, la dynamique de la solitude est bien plus profonde que ça, hein. Ce sentiment de vide appartient à tout le monde finalement. C'est un peu, on pourrait dire, le sentiment de séparation d'avec la maman, hein. On imagine le tout petit bébé qui, lui, a cette sensation de faire un avec tout, et surtout de faire partie de sa maman, et il est un avec elle. Un jour va finir par se rendre compte, elle est ma maman, et moi je suis moi.
Et à partir de ce moment-là, il y a déjà cette première séparation, même si elle n'est pas aussi profonde que lorsqu'on est vraiment, vraiment séparé, que ce soit par le décès jeune, par exemple, quand on est tout petit, le décès de sa maman, et par un accident, ou que sais-je, et on se retrouve seul, ou par la suite, quand on quitte le nid familial, et que là, il y a une réelle, entre guillemets, séparation, même si en soi, l'être humain n'est pas séparé, nous sommes tous interconnectés, on est d'accord, mais l'ego, le soi, il le vit comme une séparation. Donc, il y a cette sensation de toute façon d'un petit vide qui reste en permanence, comme si certaines personnes couraient sans cesse après l'amour d'une mère au travers de leur comportement. Donc dans ce journal de bord, non seulement il faut noter quels sont les besoins, quelles sont les valeurs, quelles sont les activités, pourquoi pas, faites une liste des activités qui vous font grand bien. C'est important aussi de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut dire câliner son corps, se faire des massages, se crémer, se donner des bons mots et des bonnes pensées aussi vis-à-vis de soi. Et puis peut-être travailler un petit peu plus quand on est dans cette solitude, profiter de travailler plus en méditation ou en auto-hypnose pour aller rechercher ce lien profond et aller nourrir et accueillir et célébrer ce vide. Finalement, c'est en le fuyant qu'on se retrouve de plus en plus mal et de plus en plus insécure. Donc à un moment donné, le rejet, les blessures de rejet ou d'abandon qui ont pu être vécues dans la tendre enfance sont vraiment des occasions de revenir à soi et d'essayer de se connecter à ces blessures, de les ressentir, d'y mettre beaucoup de sollicitude, beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil. Et même, pourquoi pas, s'imaginer effectivement aller faire un dialogue intérieur avec la part de nous la plus blessée. Ça peut être l'enfant, ça peut être l'ado. Et peut-être parfois il faut du temps pour petit à petit apprivoiser ce monde intérieur. C'est vraiment important d'apprivoiser son monde intérieur. Moi, je pense que tout vient d'abord de la conscience, c'est pour ça que j'ai appelé les exopodes. Exo, ça veut dire à l'extérieur. Donc on va depuis l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ça commence déjà par une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle va amener une réflexion et cette réflexion, elle va permettre d'aller à l'intérieur. Une fois qu'on est en soi et qu'on fait ce travail d'introspection, alors là, on va avoir les vrais bénéfices du monde intérieur, les vrais bénéfices de se nourrir et d'accueillir ces parts d'ombre, ces parts de stress, ces parts de colère ou de tristesse, ces parts de soi. Parce que si vous y réfléchissez bien, vous n'êtes pas à 24 heures sur 24 dans un sentiment de solitude. C'est par moments, vous êtes d'accord. Ça ne fait pas complètement partie de vous. Il y a des moments qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Et je vous comprends, fondamentalement, je vous comprends. J'ai moi-même eu durant toute ma vie beaucoup de difficultés à rester seule et à vraiment profiter de la solitude. Et puis les rares moments où Enfin, c'était une période, c'est ce que je vous dis, c'est pas vrai. Moi, j'ai connu une période comme ça. Après, enfant, moi, j'étais quelqu'un de solitaire, donc voilà, je l'aimais bien, cette solitude, mais c'était une solitude choisie. Et après, par moments, quand c'est une solitude qui est subie, effectivement, peut-être on y met une mauvaise connotation, on se sent obligé d'être seul et on se sent pas bien face à ça. C'est pour ça que c'est primordial de travailler à l'intérieur de soi, de rester connecté à son humanité, et ce besoin de partage et de lien qui n'est pas nourri, il faut aller dans ce mouvement intérieur. Il faut déjà se mettre soi-même en relation. Pour moi, l'idée, c'est si on se met soi-même en relation, eh bien, c'est pour mieux goûter une relation extérieure. Je dois me goûter moi pour pouvoir mieux goûter le monde extérieur. Et puis, bien sûr, on peut travailler aussi sur nos croyances.
Ok, est-ce que si j'ai de la peine j'ai l'impression que je suis seule et j'ai de la peine à faire du lien ou des liens, à créer des liens. Est-ce que j'ai vécu du rejet et de l'abandon? Donc ça, vous pouvez aussi le noter dans votre cahier de bord. Vous pourrez mettre des pauses et revenir sur ce podcast, revenir sur certains points précis. Et vous poser la question, ok, est-ce que j'ai une croyance que je dois me méfier des gens, je dois me méfier des autres? Peut-être que, vous savez, parfois on a vécu de telles blessures d'enfance que c'est comme si on se méfiait des gens et on coupe intentionnellement les liens. Ça, je peux tout à fait comprendre. On va choisir d'éviter d'avoir des liens par peur ou par méfiance. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, finalement. On peut le travailler en coaching et puis développer des nouvelles croyances, des nouvelles identités aussi, parce qu'on se crée des identités. Je suis timide, je suis réservée, je suis colérique, je suis solitaire. Tout ça, ce sont des croyances, des croyances identitaires. Mais aucune croyance n'est jamais fondamentalement fixe. Une croyance, c'est en mouvement, une croyance, ça bouge. Donc, notez pour vous, tiens, oui, j'ai vécu ci ou ça, et j'aurais peut-être une tendance à éviter de créer du lien. Alors que c'est important de ne pas négliger les petits liens du quotidien. Ça fait partie du processus de quoi faire finalement. Quoi faire finalement pour mieux vivre ma solitude? Eh bien, c'est se relier aussi, c'est apprendre à se relier. Parce que ce serait ridicule de penser qu'en restant dans son coin, on risque pas de souffrir. Ce serait bien de faire partie d'un petit groupe d'activités ou d'une association. Il y a beaucoup de bénévolat en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des bénévoles, il y a plein de choses à faire, on peut faire partie d'un tas de petites choses sympas à découvrir. Ça peut être un premier pas, parce qu'après, on peut rencontrer des personnes aussi qui sont sur la même longueur d'onde que nous, puis qui partagent peut-être les mêmes idées, les mêmes passions, et tout à coup, on se surprend à se faire de nouvelles amitiés. C'est vrai que dans l'idée qu'on n'est pas séparés, qu'on est interconnectés tous ensemble, il n'y a pas besoin d'avoir des millions de personnes autour de soi, une ou deux ou trois personnes sur qui vraiment on sait qu'on peut compter. C'est pas forcément des personnes qu'on voit tous les jours, ça peut être des personnes qu'on voit très rarement, ou même une fois par année. Moi j'ai des amis comme ça, où je sais qu'on se voit une fois par année, mais c'est comme si on s'était jamais quitté. Et je sais aussi à quelque part que s'il y a quoi que ce soit dans ma vie, ce sont des personnes sur qui je pourrais compter. Elles seraient là, elles seront là, quoi qu'il arrive, et ça, c'est un sentiment nourrissant. Ça, c'est un sentiment qui remplit l'espace intérieur qu'on vit quand on est dans ce sentiment de solitude. Eh bien, c'est d'apprendre à développer des relations de qualité. Parce que c'est ces relations de qualité-là qui vont venir nourrir votre monde intérieur. Et le bénéfice de savoir que, quoi qu'il arrive, on a quelqu'un sur qui compter, mon Dieu, mais c'est énorme en termes de bien-être. C'est vraiment fantastique. Donc, explorer cette idée de, tiens, comment je pourrais développer des relations de qualité. Donc, on part du principe du travail intérieur sur soi, bien sûr, et puis dans l'idée d'utiliser la loi d'attraction ou de se connecter peut-être je cherche mon mot, mais pour dire se connecter à la sagesse de l'univers, parce que votre monde intérieur, votre pensée, elle est une signature auprès de l'univers. Elle signe quelque chose, elle fait qu'on attire des choses à soi, plus que d'autres. Et puis si on a envie d'attirer une personne qui nous convient bien, il faudrait déjà y mettre une énergie là-dedans. Il faudrait déjà commencer par prendre conscience de. Et puis se dire, ok, là mon objectif c'est de rencontrer une copine, un copain, un ami, une amie ou même un compagnon
et d'énumérer qu'est-ce qui serait important d'obtenir et d'avoir comme style de compagnon, comme style de rencontre amicale dans notre vie. Comme ça, plus c'est clair dans notre esprit, plus on attire ce genre de personnes, plus on signe à l'univers notre demande. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. J'ai décidé d'organiser prochainement un stage dans ce sens-là. Pour l'instant, il y a tout un tas de notions, comme vous avez pu l'entendre, qui sont à explorer. Ouais, l'illusion de la séparation, voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'on est tous interconnectés, interreliés. Et puis la sensation d'être connecté, même je vous disais, à une relation de qualité, elle peut être vraiment, vraiment des plus agréables. Ça, c'est sûr. Après, il y a bien sûr la solitude choisie. Alors, avant de parler de la solitude choisie, qui est primordiale à mon idée, il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui sont en couple ou en famille et qui se sentent seules, qui ont l'impression d'être très différentes, ou incomprises, et qui se sentent complètement larguées, complètement seules. Ça fait aussi partie. Et pour ces personnes-là, ce sera le même travail à faire, à savoir si je suis quelqu'un de singulier, ou quelles sont mes forces, mes qualités. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort, pour sortir de ma solitude, et puis créer du lien, trouver des activités, des choses qui me font du bien. Après, donc, on parle de solitude choisie, où là, on va dire que c'est dans ces rares moments de qualité que l'on a soi avec soi, où l'on choisit cette solitude pour se ressourcer et se régénérer. Elle peut faire partie d'une de vos valeurs. Donc, chez moi, par exemple, j'ai une valeur de solitude qui est super importante. Je ne pourrais pas imaginer passer mes semaines sans prendre régulièrement des moments seuls, des moments de connexion dans la nature, des moments de reliance à la nature, et puis à des moments où on se retire dans une pièce, on médite, on respire, on vit juste l'instant présent, et ça nous remplit. Ça remplit, ça fait du bien, c'est agréable de choisir ces moments de solitude pour se faire du bien. Et je pense que tout un chacun devrait célébrer ces moments de solitude, ces moments de bien-être, ces moments où effectivement on peut choisir. Et puis c'est essentiel, on pourrait dire que c'est essentiel pour recharger son énergie, pour récupérer, pour se retrouver soi. Parce que on est à la fois nous, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut trouver son équilibre. Comment je peux être à la fois moi et en même temps bien avec les autres? Comment je peux me relier tout en respectant qui je suis fondamentalement? Parce que certaines personnes qui ont vécu beaucoup de souffrances, ou qui ont vécu des moments difficiles ou une enfance difficile, vont parfois choisir de porter un masque et de ne pas s'écouter, et de privilégier l'écoute de tout le monde, du mode sauveur, pour recevoir un minimum de reconnaissance. Et là on n'est pas dans le juste. Là, c'est pas juste, totalement pas juste. Ça veut dire, là, on se respecte pas, on respecte pas son individualité, son authenticité, même sa personnalité. Et se plier aux quatre vents du monde pour obtenir de la reconnaissance, c'est pas juste du tout. Mais pas du tout. Donc, profitez de la solitude pour vraiment trouver qui vous êtes, quelle est votre mission, votre chemin de vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Apprenez à goûter votre présence. Apprenez à vous connecter à l'enfant moi, à cet enfant à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce qu'il est? Et vous connecter à vous et à vos besoins, c'est vraiment primordial. Après, je sais bien que par moments, une solitude, ça peut être quelque chose de très joyeux quand c'est choisi. Comme parfois une solitude subie, ça peut être vécu comme un fardeau. Et là, je voudrais vous lire un texte que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir
à lire et à... Ouais, il est juste superbe ce texte sur la solitude justement. Si je le retrouve, ce serait bien. C'est un texte d'une femme qui a écrit L'esprit de solitude. Et puis cet esprit de solitude, il peut être inspirant. Enfin, il est très beau, déjà il est bien écrit. Donc je vais vous lire quelques pages de son bouquin pour agrémenter ce podcast et puis peut-être vous inspirer aussi. La solitude est un cadeau royal que nous repoussons parce que en cet état, nous nous découvrons infiniment libres et que la liberté est ce à quoi nous sommes le moins prêts. Solitaire, je suis. Depuis toujours et plus que jamais, la solitude est ce qui me fait tenir debout, avancer, créer. C'est une terre sans limite et ensoleillée, une citadelle offerte à tous les vents mais inexpugnable. C'est la seule part d'héritage que je défends âprement, part d'ermitage qui est tout et qui est moi. Solitaire donc, quoique bien entouré et riche d'amitié, solitaire comme un défi à la banalité, comme un refus de se résigner, solitaire pour continuer à m'aventurer, pour honorer la précarité humaine et ne pas démériter de l'esprit. Sauvage, émerveillé ou poignardé, je me tiens en solitude comme au seuil de l'immensité. La souffrance n'est point absente, elle creuse même davantage, puisque dans ce climat reprend intensité. Mais justement, si dans cet état je me sens bien plus vivante qu'en la compagnie des autres, c'est parce que toute sensation, toute soif, toute pensée s'y trouve avivée, aiguisée jusqu'à un point extrême. J'aime ce danger, cette radicalité. Le véritable artiste évolue sans filet, au péril de son existence et sans attendre d'applaudissements. La voix solitaire n'apporte ni gloire ni consolation. Aussi vaut-elle plus qu'une autre d'être tentée. C'est la voix fulgurante de tout être impatient d'absolu, dont l'apparent orgueil s'avoue si proche de l'anéantissement suprême. Ou la voix sèche de l'alchimie, brève au creuset, mais infiniment risquée. Ils sont seuls, les grands passants de la terre et les grandes amoureuses, seuls comme Jésus au mont des Oliviers, comme Halage se proclamant la vérité dans une ivresse de soir d'été, comme Don Quichotte, incendiant de rêves et de poésie la lugubre plaine de la Manche, comme Juliette, confiante et ensommeillée dans son tombeau. Non, pas tant incompris ou rejetés par leurs contemporains que singuliers et entiers dans leurs aventures. Mais voici, les grandes âmes font peur et chacun semble craindre pour soi un destin d'exception. De tout temps, les petits hommes ont tourné le dos à qui leur révélait leur nature immense et ils ont brûlé au crucifié les prophètes de la liberté et du pur amour, de la béguine Marguerite Porrette au savant Giordano Bruno. Que faisaient les Hébreux libérés par Moïse du joug de Pharaon? Ils pleuraient, ils regrettaient leur terre de servitude, les oignons qu'ils mangeaient à satiété. Et que firent, juste après le calvaire, les disciples qui fréquentèrent Jésus? Ils retournèrent tête basse à leur activité de pêche, à leurs tâches administratives, comme si rien ne s'était passé. Bien à tort, je m'étonne et je m'irrite encore de cet entêtement de la société à vouloir nier ou combattre la solitude, ce fléau, ce malheur, afin d'entretenir l'illusion d'un partage total et transparent entre humains, d'une communication étendue à la planète entière allant de pair avec une solidarité sans faille. La société ne tient qu'en bouchant toutes les issues vers le haut et en empêchant les conduites singulières. Ainsi, la lutte contre l'exclusion, la solitude et le chômage lui paraît-elle forcément prioritaire. Dans la solitude, je ne m'enferme pas, je prends du recul, de la hauteur aussi. Je rassemble mes forces et j'ouvre grand les fenêtres, celles qui donnent sur les choses, sur l'ailleurs et sur l'intérieur. Vivre solitaire demeure la seule façon de ne pas se compromettre, de sauvegarder son incrédulité
son irréductible étrangeté et d'accéder à ce qui ne périt pas. Souffrir de la solitude, mauvais signe, je n'ai jamais souffert que de la multitude, disait Nietzsche. Le célibat désigne un état civil, la solitude est un état d'esprit. On peut la faire passer pour une malédiction alors qu'elle est le sceau de notre nature humaine, sa chance d'accomplissement. Lorsqu'on parle de la solitude des personnes âgées, des malades, des prisonniers, de tous les inadaptés à la vie de société, on évoque un abandon, un oubli, une mise à l'écart. C'est une solitude triste, souffrante, qui tremble ou crie. Plus exactement, c'est un isolement. Mais à notre époque, friande de grand public et de rassemblement, parle très peu de cette conduite de vie solitaire qui favorise la réflexion et affermit l'indépendance, de cette solitude belle et courageuse, riche et rayonnante, que pratiquèrent tant de sages, d'artistes, de saints et de philosophes. Comme si cette voie était réservée à quelques originaux ou tempéraments forts, comme si elle constituait l'ultime bastion de résistance face à la bêtise, au conformisme et à la vulgarité. Aussi, ne m'intéresserais-je ici qu'à cette démarche rare et grave, à la solitude magnifique dans le sens où Poussin, en peinture, employait la manière magnifique. Et d'abord, je poserai la question. Quel grand feu couve donc ce bloc de solitude, cet état de parfaite densité, pour qu'on s'ingénie à le combattre et à le confondre avec l'isolement et la difficulté de vivre? Lorsqu'on vit seul dans la vie, ce n'est pas qu'on soit méchant ou délaissé, c'est que le monde entier vous sourit et offre du sens. Lorsqu'on vit seul, ce n'est pas par manque de chance ni absence d'amour, c'est que justement jamais on ne se sent seul, que chaque instant déborde de possibles floraisons. Pour devenir soi et devenir quelque peu libre, il faut lâcher le recours permanent à l'autre, au regard de l'autre, marcher seul, refuser l'aide autant que l'apitoiement et la flatterie. La voie solitaire n'engage pas nécessairement à un combat héroïque. Elle invite d'abord à la rencontre avec soi-même, à la découverte de cet être qui n'est pas seulement un produit de la société, de la famille, de l'histoire ou de la génétique. Et ici, le précepte du temple de Delphes, invoqué par Socrate, prend toute son ampleur. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Son équivalent se trouve dans la mystique de l'islam avec ce hadith. Celui qui se connaît son Seigneur, car il ne s'agit pas d'une introspection, d'une analyse psychologique, mais d'un éveil au moi céleste, au moi transcendant qui échappe à toute contingence, à tout conditionnement, à la mort même, et se rencontre dans la solitude, le silence, tout au fond, ou plutôt au sommet de la profondeur. Par la puissance et l'intensité qu'elle recèle, la solitude tient à la fois de l'insolence et de l'insolation. Elle peut faire office de détonateur au sein d'un mode tiède et mou et ouvrir de grandes perspectives. C'est pourquoi tout humain, pourvu de quelque conscience et dignité, devrait apprendre à bâtir sa solitude, à l'habiter avec agrément et aussi à la défendre contre tous les niveleurs de citadelles et rongeurs de liberté. Cette solitude peut paraître dure, intransigeante. Certes, elle est haute, même élancée, mais elle n'a rien de désolé. C'est comme un amandier qui, même seul et en même temps de guerre, persiste à fleurir. C'est comme une nef partant sur l'océan. C'est comme une flèche légère se perdant dans l'azur. Magnifique texte, n'est-ce pas? L'esprit de solitude. Texte écrit par une femme dont je ne me souviens plus exactement le nom. Je l'avais partagé sur les réseaux parce que, une part de son texte, parce que je le trouvais poignant, prenant, peut-être aidant même à quelque part, pour simplement se départir d'un sentiment de culpabilité ou de mal-être qui prône dans la société qu'être seul est quelque chose de négatif ou de néfaste, alors que pas du tout. Pas du tout, car finalement, on peut être seul et se sentir rempli. On peut être seul et mener une vie accomplie. L'un n'empêche pas l'autre. Surtout ces questionnements et ces points clés, ces histoires et
ces mises en lumière, je pense qu'il est bon de remplir son calepin de soi et de trouver par quels moyens continuer de développer, à augmenter l'estime de soi, comment dépasser ses peurs, comment développer des nouvelles habitudes, changer. Je sais que l'hypnose est fort utile dans ce processus-là, comme bien d'autres thérapies, comme bien d'autres façons d'avancer ou de développer son être. J'espère ainsi avoir participé à quelques réflexions pour vous. Et puis je vous remercie d'avoir écouté l'Exopod de ce jour. Merci infiniment et belle suite à vous, toute belle suite dans ce que vous avez à faire.